ladies and gentlemen, it is news on your TV Spectrum Television. Top on our news stories tonight, April 16, 2024. It is now possible via the e-visa platform to obtain an entry visa into Cameroon in 72 hours. This project to digitize visa services and diplomatic documents is still materializing with the laying of the first stone of the Digital Transformation Center of the Ministry of External Relations today in Yaoundé. Also in this newscast, the journalist Louise Ngo Yebel's murderer, who is no other than her son, Landry Betek Yebel, has confessed that he doesn't know what triggered him to murder his mother and grandmother. These confessions were gathered during the reconstructions of the facts of the murderers of both his mother and grandmother. The story is in full and much more will be yours right ahead. Good evening, ladies. Good evening, gentlemen. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on STV. We'll kickstart right away, and it is in the French language, and it is with you, Makedali Newton. Bonsoir. Bonsoir Christelle Assec-Souelé, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous vous l'annoncions dans les titres. Il est désormais possible via la plateforme e-visa d'obtenir un visa d'entrée au Cameroun dans 72 heures. Le projet de numérisation des services de visa et de documents diplomatiques se matérialise avec la pose de la première pierre du Centre de transformation digitale du ministère des Relations extérieures. C'était ce jour à Yaoundé. Retour sur cette cérémonie avec vous, Inès Pangan et Dieudonné Niassa. Le ministère des Relations extérieures sera doté d'un centre de transformation digitale. L'infrastructure, construite sur 3000 m², possédant 3 salles de serveurs, veut répondre aux défis technologiques en respectant les critères de sécurité, de célérité, de simplification des procédures pour permettre à la diplomatie camerounaise de se déployer efficacement dans le monde et d'y renforcer son image de marque. L'État du Cameroun pourra stocker ces données sur son territoire, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, mais aujourd'hui qui sera dans la propriété de l'État du Cameroun. On pourra offrir un cadre de formation permanent à l'ensemble des fonctionnaires du ministère des Relations extérieures, mais aussi disposer de salles de dématérialisation de toute la documentation consulaire et diplomatique. À la fin de la journée, on aura une plateforme qui nous permettra de faire des séminaires, des ateliers, mais vraiment d'organiser toute cette transformation digitale. L'étape de ce jour arrive 12 mois après le lancement de la phase 1 de ce projet. Il est déjà possible de recevoir un visa sur la plateforme www.evisa.cm sur un intervalle de 24 à 72 heures de temps. Les usagers qui veulent venir au Cameroun, les visiteurs, peuvent obtenir entre 24 heures et 72 heures maximum, après vérification de toutes les mesures conformes de sécurité, leur entrée au Cameroun. La cérémonie de pose de la première pierre du bâtiment écologique a lieu ce 16 avril 2024 à Yaoundé. Il est à noter que le financement, la conception, la réalisation de la sécurisation et de l'uniformisation des prestations consulaires au Cameroun sont assurés par un partenaire sur une durée de 10 ans renouvelable. Toujours à Yaoundé, les travaux d'assainissement de la capitale camerounaise avancent. Constat fait au cours d'une visite d'inspection effectuée ce jour par une délégation de grands conseillers de la mairie de la ville. Cette délégation a notamment visité et évalué une dizaine de chantiers. Le point avec vous, Olivier Bouziqueux et Thierry Hond. La ville de Yaoundé est en chantier. Dans chacun des 7 arrondissements de la capitale, les projets de réalisation infrastructurelle fusent. Le maire de la ville et quelques grands conseillers ont touché du doigt les avancées de certains de ces projets. Ici, par exemple, la construction de la vallée Ekounou-Sefta est en phase terminale. Cette route où nous sommes, le pont où nous sommes, pour accéder à cet grand hôpital qui est ici, c'était pas évident. Compte tenu du fait que la plupart des voiries primaires, secondaires étaient déjà
franchement désuète. Ça, c'est un petit dallot qui menaçait ruine et qui pouvait couper l'arrondissement en deux. Et dès que le maire de la ville avait été interpellé, voyant la gravité de la situation, il a immédiatement engagé des travaux. Toujours à Yaoundé 4e, les bretelles Mimboman et Mombo, Carrefour Cornier, Dove et Sauce, dont les travaux ont récemment été lancés, avancent à un rythme satisfaisant. Dans certains quartiers, la vie est en train de reprendre du fait des travaux d'assainissement et de construction des routes et de réhabilitation des routes qui y sont menées. Même son de cloche sur le site de construction du complexe commercial d'Etoudi et la bretelle Fouda, base Isakam. Quartier, c'est dit Total Fouda, Carrefour Isakam. C'était vraiment impossible d'y accéder. C'était pas facile. Là, nous, les grands conseillers, nous avons touché du doigt les travaux, les réalisations qui ont été faites concrètement. Yaoundé 1er, Yaoundé 5e, Yaoundé 4e. Pour ne pas citer, c'est là où nous sommes passés. C'est vrai, c'est une vision qui porte, mais il faut l'accompagner de manière financière. Parce qu'une vision ne peut pas se faire sans argent, le nerf de la guerre. Je crois que les gouvernants et les conseillers doivent comprendre que la mairie de la ville a besoin d'être bien financée. L'idée est de faire de la capitale politique une ville où il fait bon vivre. Cette visite des chantiers intervient à quelques heures de la session du compte administratif de la mairie de la ville qui se tient ce 17 avril 2024. C'est une histoire qui fait froid dans le dos. Souvenez-vous, disparu le 6 avril dernier au soir à Yaoundé. C'est plus tard que l'on va découvrir que Luisette Ngoyebel, chargée de la communication de la Commission des forêts d'Afrique centrale, a été tuée et mutilée. L'enquête de la gendarmerie a permis d'identifier le coupable de ce drame qui n'est autre que son propre fils. Ce dernier affirme aux médias ne pas savoir ce qui l'a motivé à mettre fin à la vie, non seulement de sa grand-mère, mais également de sa mère. Retour sur la reconstitution des faits avec vous, Inès Pangon et Dieudonné Niassa à Yaoundé. La série de drames commence le 13 novembre 2023, lorsque la grand-mère du fonctionnaire âgé de 23 ans se plaint des vols répétés de son petit-fils et du fait qu'il rentre tard à la maison. Dans un excès de colère, Landry Batek Yebel étouffe cette dernière. Les mobiles étaient ceux de colère selon lui, mais il est évident que, ayant assassiné sa grand-mère, il s'est rassuré de prendre tout ce qu'elle avait comme jeton pour s'acheter tout ce dont il avait envie en ville et surtout se jeter dans l'activité qu'il aimait bien, c'est-à-dire les paris et les jeux. L'affaire ne fait pas grand bruit et se répète malheureusement ce 6 avril 2024. La maman, la journaliste Luisette Ngoyebel, décide de rendre visite à son fils au quartier Damas. Dans cet appartement, elle se rend compte que des affaires qu'elle lui avait achetées ont disparu. Menaçant de couper les vivres, son fils lui avoue que ses matériels sont dans sa chambre, le temps pour elle de vérifier, il bloque la porte principale, l'étouffe à l'aide d'une thé d'oreiller et la découpe à l'aide d'une scie à métaux dans les toilettes. Les parties de son corps sont alors rangées dans 2 valises qu'il jettera aux environs de minuit sur le pont du ruisseau Etouameki, ce après avoir pris un pot avec ses amis et retiré près de 900 000 francs CFA des comptes électroniques de sa génitrice. Je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est pas moi. C'est comme si c'est un esprit qui me possède. Je sais pas moi, je n'ai jamais pensé à faire ça avant. Je sais pas pourquoi, surtout avec les membres de ma famille, je sais pas pourquoi. L'exploitation des vidéosurveillances aidera à son identification. La réquisition faite au service transmission de la gendarmerie nationale pour avoir le visuel, les vidéos au niveau du pont permettra d'identifier un jeune homme, n'est-ce pas, qui sera en train de déposer 2 valises sur le pont. Et la famille convoquée nous identifiera le monsieur comme étant monsieur Bitek, le fils de la défunte. Ne sachant pas conduire, il demandera de l'aide à l'un de ses amis pour déplacer le véhicule de sa maman à soi et jettera par la suite les clés et ses téléphones.
Lors de la reconstitution des faits, l'on apprend que personne n'est en fuite. And away from that very sad story, we now take you over to the markets where, despite the minister's announcement detailing the price reduction of vegetable oil, traders in the Sandaga vegetable market attest that these prices remain unchanged. More insights of the story in the following report. Despite the minister's announcement on March 26 detailing a price reduction, the cost of vegetable oil in the market remains elevated. The official statement promised a decrease in the price of a 25-litre container from 31,000 to 27,000 francs and a 20-litre container from 25,000 francs to 22,000 francs. Yet these reductions have not been reflected in current market prices. Depuis que la note du ministre est sortie, il n'y a pas eu de rabais. Since the minister's note, there has not been any change at the level of the market. It's still the same. I bought oil yesterday, but it sold at 1,700. No change. Everything is still the same. Transport cost has gone up, yet we haven't experienced any increase in salaries. C'est 1800. Après, on va nous demander qui avait quoi avant. Qui avait quoi avant. Voilà ça. I bought this at 1,800 francs. From 1,000 francs to 1,800 francs. That is an increase almost equivalent to 1,000 francs. Everything has gone up. Traders cite the exorbitant prices at the warehouse level as a primary obstacle to adhering to the minister's directive. They argue that the steep costs at this level of distribution prevent the implementation of the prescribed price reductions. Oil hasn't changed. It's 1,500 francs, while the minister's note spoke of 1,200 francs. It is reduced on paper, but not in the market. The reason advanced is, at the level of the warehouse, the prices remain stagnant. The Minister of Commerce should tour markets or send his agents to go around markets in order to regularize the prices. It has to be reduced at the level of the warehouse because retailers are complaining. Inflation is not limited to vegetable oil. Prices are surging across a broad range of food items. Residents urge authorities to reinforce recent decrees with inspections of local markets in order to guarantee effective enforcement. Sillage après Douala, rendons-nous à Yaoundé. Les prix de l'huile et du riz n'ont véritablement pas baissé dans les marchés. C'est notamment le cas du marché Essos situé dans le 5e arrondissement de la capitale. Là-bas, les consommateurs continuent de subir la vie chère et se plaignent de ne pas voir les retombées du récent communiqué du ministre du Commerce, Inès Pangon. Les plaintes des commerçants et des clients du marché Essos n'ont pas changé avec l'annonce des baisses des prix du riz et de l'huile. La vie chère règne en maître absolu dans cet espace marchand du 5e arrondissement de Yaoundé. Non, je ne peux pas dire qu'on remarque vraiment les baisses des prix sur le marché, mais en réalité, on a suivi ça. Mais sur le terrain, ce n'est pas la même chose. Ici, là, le maillot, c'est toujours à 1500, le 1 litre. Le riz est devenu cher. Le riz qu'on vendait 1 kilo peut-être à 500, maintenant est devenu 600. C'est déjà à 600, 650. Donc franchement, rien n'est facile sur le marché. La baisse du lait a été publiée par le ministère, mais là jusqu'à présent, peut-être il y a certains fournisseurs qui ont baissé les prix, mais nous particulièrement, on ne peut pas dire que notre fournisseur nous a fait les prix. Hein. Parce que là, le prix est toujours le même. Et il se entend même que c'est juste une rumeur. Et que normalement, les prix doivent encore augmenter. Donc, parce que là, depuis, on a un ancien stock qu'on n'a pas encore fini et on ne peut pas vendre à perte. Donc, on essaie juste un peu de maintenir. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais on tient le coup avec. Par rapport à l'huile maillot 20 litres et l'huile oléo 20 litres, ça a baissé. Pour le riz? Pour le riz, vraiment, on n'a pas encore fait le constat. Les prix de ces produits de grande consommation et bien d'autres n'ont pas connu de véritable réduction, suscitant
incompréhension et désarroi des consommateurs. De jour en jour, les choses deviennent tellement chères. Les prix sont de jour en jour. Pas seulement sur les produits de la consommation alimentaire, mais les vêtements, comme tu vois là, tout devient cher. On ne comprend pas. Bon, selon ce que nous on constate aussi sur le terrain, on se dit que si les prix augmentent, c'est par rapport aussi à l'augmentation du carburant. Donc le transport devient cher. Si le transport est devenu cher, ça veut dire qu'automatiquement, tous les produits vont devenir chers. Dans un communiqué signé le 11 avril dernier, le ministre du Commerce annonce la baisse des prix du riz au Cameroun. La mesure doit entrer en vigueur le 12 avril 2024 et permet la réduction de 70 à 90 francs CFA sur le kilo du riz d'achat du sac de 50 kg de riz brisé indien 25 et 5% dans les villes de Douala et de Yaoundé. Également concerné le riz brisé pakistanais, soit une baisse de 20 et 50 francs CFA, le riz brisé thaïlandais entre 15 et 50 francs CFA dans les deux villes. Une information qui arrive après celle annonçant la baisse des prix des huiles raffinées le 26 mars dernier. Les nouveaux prix, en vigueur selon le ministre du Commerce, sont de 1100 francs CFA pour le litre. International Culture dans ce journal, le Ngondo a un nouveau bureau. Celui-ci a été désigné le week-end dernier au cours d'une assise de l'Assemblée générale tenue ici même à Douala. Introduire la jeunesse dans la gestion de cette association culturelle, tel est l'objectif de ce nouveau bureau. Oyen Donkeng et Julie Pont. 3 mois après la célébration du Ngondo, se tient une assemblée générale selon les textes. Celle de ce samedi 13 avril 2024 à la Maison de la Culture Sawa avait une connotation particulière, une passation de service. Le bureau sortant, arrivé au terme de son mandat, a laissé place à un nouveau. Entre le président sortant, qui est le chef supérieur d'Aïdo, et le président entrant, qui est le chef supérieur du canton Bélé-Bélé. Ensuite, comme par coïncidence, nous sommes arrivés au terme d'un mandat, le mandat du secrétaire général. Parce que, d'après les textes, le secrétaire général a un mandat de 3 ans, renouvelable une seule fois, donc maximum 6 ans. Alors, le secrétaire général que je fus a terminé son mandat. Eyango Ekwa est le nouveau secrétaire général du Ngondo. Il remplace le désormais conseiller du président en exercice. Donc, je reste dans la maison et c'est une continuité. Vous avez également suivi le président dire qu'il va mettre un accent particulier sur la jeunesse. Il y a 1 ou 2 ans, on a parlé de transmission générationnelle. Eh bien, c'est une considération que le nouveau président va mettre en marche. Sa Majesté Paul Milor Mbappé Bouanga, qui prend les rênes du Ngondo, entend mettre les jeunes au cœur de la gestion de cette association culturelle. L'objectif est de relever le défi de la transmission générationnelle. Cette assise a également été l'occasion de faire le point de la situation financière et matérielle du Ngondo, non sans passer en revue le déroulé de la dernière édition de cette fête traditionnelle et rituelle des peuples côtiers camerounais. From our local news, we now take on our international stories, and it is with our international partners, the Voice of America. Iraq's leader already had lots of ground to cover with President Joe Biden before this weekend's stunning Iranian attack on Israel raised fears of a wider regional war. Even though the U.S. is describing the aerial assault as a failure, Iraq's leader acknowledged that the conflict between Israel and Hamas is a major concern in the region. We are actually very eager about stopping this war, which claimed the lives of thousands of civilians, women, and children, and we encourage all the efforts about stopping the expansion of the area of conflict.
The two nations have a delicate relationship after decades of U.S. military involvement in Iraq. U.S. anti-aircraft assets in northern Iraq were used to shoot down some of the Iranian missiles. Biden said Iraq, a longtime adversary of Iran, has a role to play in maintaining peace. Simply put, our partnership is pivotal for our nations, for the Middle East, and I believe for the world. Earlier Monday, al-Sudani's deputy met with U.S. Secretary of State Antony Blinken, and both hailed the regional cooperation that thwarted the attack and urged de-escalation. And I think what this weekend demonstrated is that Israel did not have to and does not have to defend itself alone when it is the victim of an aggression, the victim of an attack. In the 36 hours since, we have been coordinating a diplomatic response to seek to prevent escalation. Strength and wisdom need to be the same sides, the different sides of the same coin. We call on all parties for self-restraint and respect the rules and also international norms that we set. No major bilateral moves were announced Monday, but analysts say there are things Iraqi leadership can do. Iraq needs to make its preference for reduced escalation clear, and that's both talking to the Iranians, but also talking to other Arab states and talking to the United States that this is negative from Iraq's point of view, and that it wants all the powers to take responsible action to try to reduce escalation. As Israel mulls its response, regional actors are not sitting still. On Monday, Iraq's president met with the King of Jordan. According to Jordan's royal court, they spoke about the dangers of this conflict escalating further. Anita Powell, VOA News, the White House. Sport à présent, on reparle du forfait de l'équipe nationale de handball au tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques qui démarre dans 100 jours maintenant. Après la sortie du journaliste Théophile Awana le week-end dernier dans le magazine 7 Hebdo sur STV, il affirmait qu'il pourrait s'agir d'un cas d'immigration clandestine. Des sources à la Fédération camerounaise de handball sont montées au créneau. Celle-ci penche plutôt pour la thèse du racisme. Léla Rengonzu. La déclaration a fait le tour des réseaux sociaux ce week-end. Sur le plateau de 7 Hebdo ce dimanche sur STV, le journaliste Théophile Awana affirme que la Fédération camerounaise de handball n'a pas dit toute la vérité autour du refus de visa servi il y a quelques jours à la délégation camerounaise devant se rendre en Hongrie pour les qualifications en prélude aux Jeux Olympiques de Paris. Selon ce dernier, un cas de tentative d'immigration clandestine aurait été relevé par les autorités du consulat. Conséquence, la non-délivrance des visas. Contacté pour donner sa version des faits, en complément du communiqué qui parlait d'un problème d'assurance, la Fédération n'a pas voulu s'exprimer officiellement. Cependant, des sources nous feront savoir que la réalité n'est pas loin de la version raciste évoquée sur le même plateau par l'homme politique Célestin Djamène. Il y a deux problèmes. Le problème, d'abord, de la maltraitance des équipes africaines, de la maltraitance des nègres, des noirs. Parce qu'en vérité, le problème pour moi, vital, c'est l'image de l'homme noir dans le monde. Si ça avait été une équipe britannique, une équipe américaine, vous pensez que le président de la Fédération internationale de handball aurait pu traiter cette équipe comme ça? À cause, soi-disant, d'une intercession de machins d'assurance? Ce n'est pas possible. Donc il faudrait qu'on s'interroge. Si les Blancs ne veulent plus, ils ne veulent plus de nous dans la compétition, eh bien, qu'on prenne acte et que les Noirs du monde créent leur compétition, aussi bien du football que de n'importe quoi. Parce qu'il y en a marre de supporter tout le temps ces humiliations. À en croire cette source, la FECAHAN n'est pas la première institution camerounaise à subir ces désagréments avec la même chancellerie. D'autres fédérations, notamment athlétisme et judo, auraient subi le même sort par le passé. D'ailleurs, précise la source, la délégation officielle pour la Hongrie était connue. 24 personnes, soit 16 joueuses et 8 encadreurs, dont un chef de délégation venant du ministère des Sports et de l'Éducation physique, le secrétaire général de la fédération, un vice-président, 3 entraîneurs, un médecin et un kiné. Rappelons, précision du site internet Kwasi, qu'en 2022, l'ambassadrice d'Allemagne au Cameroun avait déjà été convoquée par le ministère des Relations extérieures pour s'expliquer sur la facilité avec laquelle des individus parvenaient à s'introduire dans l'ambassade du Cameroun en Allemagne. And still in sport,
sports. This time we talk Elite 2 Golden Boot winner. Conrad Njuma Ekose is the Golden Boot winner in Cameroon's second-tier championship. The Eagles of Hope striker finished the season with 15 goals, 4 assisted. Onila Donet with details. In the heart of the game where passion meets precision, Ekose Juma Conrad stands out as a championship's striking sensation. With 15 goals and 4 assists in just 15 appearances, he is the name on every fan's lips. His journey from Victoria United to Eyes of Hope's Academy for a record 400,000 francs has been nothing short of a fairy tale. As a former Kusa striker, Conrad's prowess was no secret, having already claimed the top scorer title in the Southwest Regional League with 15 goals in the 2022 season. Isosa, recognizing a diamond in the rough, snapped up the striker in a complicated transfer arrangement that saw him miss the first 2 games of the season. Signing Juma from Victoria United added his lethal edge to the ambitious squad. The Southwest Regional League sensation repaid their faith in style, bagging a brace in a second match under the gaze of an adoring home crowd against the stalwart Rangers FC. At just 18 in June, Juma shifted gears in the playoffs with 9 goals in 7 matches and 3 assists, breaking records and setting new standards. His accolades include being the first to score a brace and a quadruple for Isosa in Elite 2. Juma's path to greatness was sealed with a Newcomer Award at the Boa Food Awards in 2023, a nod from the esteemed sports media. Lauded by journalists like Kache Rene as an ingenious teenage sensation and celebrated by Boa Food for his exceptional qualities, Juma is displaying the potentials of a complete striker in the nearest future. With 15 goals to his name, Juma has not only met his personal benchmarks, but has also stirred the hearts of fans and rivals alike, leaving a thrill of anticipation for what's to come from this striking prodigy, feeding from excellent service from Ivan Yachet, Are Jefta, Ashu Breeze, Gangura Tensi, Agbo Clinton, Serge Bengono, and even 2023 National Interpol's best player, Albert Tiku. Put together for you on tonight's edition of the Bilingual Newscast on your TV, Spectrum Television. Thanks for watching. See you again tomorrow with fresh news and more on your TV. Good night. Good night, Makeda Lidinoto. Au revoir, Christelle Assex-Ouellet, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Au revoir.